l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à tous, cette semaine dans Craquer l'époque, nous avons le plaisir de recevoir la journaliste culture indépendante Apolline Bazin. Apolline, bonjour. Bonjour Aline. Vous êtes, je viens de le mentionner, journaliste mais aussi autrice du livre Drag, un art queer qui agite le monde, paru en 2023 aux éditions EPA, et la cofondatrice de Problématique, un média queer. Le 20 février dernier, vous avez publié un nouvel essai intitulé Drag Fever, sous les paillettes, toujours la rage, aux éditions Divergence et disponible dans toutes les meilleures librairies. Avant toute chose, est-ce qu'on peut rappeler à nos éditoristes ce qu'est le drag ? Bien sûr. Alors, le drag aujourd'hui est connu comme un art du travestissement où on passe d'un genre à l'autre. Voilà, c'est la forme la plus traditionnellement connue. Mais c'est en fait, moi j'ai posé une définition dans mon premier livre qui est beaucoup plus large que ça. C'est un art de la transformation de soi et du monde, puisqu'en fait aujourd'hui les artistes drag travaillent sur bien plus que la performance de genre et en travaillant en tout cas sur la création de ces personnages, de ces formes artistiques, les artistes produisent des réflexions qui chamboulent notre manière de voir le genre, la nature, la culture, des identités culturelles. Donc c'est un monde très très vaste, le drag. Vous écrivez que c'est dans le 10e arrondissement de Paris, à la Java plus précisément, que vous avez rencontré le drag pour la première fois. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment ? Qu'est-ce que vous avez vu ou ressenti ? Et comment cette première rencontre a planté la graine de tout ce travail journalistique et littéraire que vous menez depuis ? C'est un souvenir un peu nébuleux. J'ai pas une date en particulier en tête, mais la Java est un lieu qui a été très important pour moi, où on est beaucoup sortis avec une bande d'amis à cette époque-là. Et il y avait les soirées de la House of Moda. C'était pas longtemps avant que la soirée s'arrête, mais j'ai connu quand même quelques soirées House of Moda, qui est donc une soirée qui était lancée par 2 DJ et qui a permis à plein de personnes de se lancer dans le drag, d'expérimenter, parce que c'était des soirées à thème, avec des thématiques hyper camp, blonde platine contre brune latine, montée des marches. On avait vraiment des créations parfois entre travestissement, parfois un peu plus carnaval, et c'était super à voir en fait. Moi, c'est la grande force du drag, c'est d'être attrayant visuellement. Donc comme toute personne qui aimait bien commencer à bien aimer sortir et à découvrir la nuit à Paris, j'ai été attirée par ça. À la Java, il y avait aussi en fait une soirée étudiante qui avait une scène ouverte de drag où pas mal de babies ont émergé, ont fait leurs premiers pas. Je dois dire que pour moi, pendant assez longtemps, ça a été un élément de la nuit, du Culture Club, parmi d'autres. Et en fait, c'est à force de voir de plus en plus de choses, de savoir une ou deux personnes dans mon entourage plus ou moins proche de se lancer dans le drag que, je me suis dit que quelque chose se passait. Et donc, avant le Covid, en fait, effectivement, il y a eu un espèce de baby boom du drag et il y a eu la traduction d'un livre d'un auteur britannique, Simon Doonan, qui est lui drag queen. Et en fait, ce livre m'a donné accès à toute cette histoire longue qui va bien au-delà de Drag Race et bien au-delà du club que je ne connaissais pas. Donc il y a eu un premier article que j'ai publié dans les Inrock tout début 2020 je crois, et en fait c'est cet article qui après a permis à mon éditrice de m'identifier et de me lancer dans cette aventure. Mais voilà, c'est une affaire de rencontre avec au final la nuit avec une personne, mon éditrice Camille Desjardins, que je salue, puisque ça a vraiment ça a éclairé, ça m'a permis de trouver un sujet qui effectivement fait complètement sens avec tout ce qui m'intéresse, mais dont j'avais moi-même à peine assez conscience. En fait, le drag, ça réunit tout ce que j'aime, l'histoire du costume, l'histoire de la nuit, les expérimentations artistiques, les problématiques liées à l'affirmation de soi, au genre, à la sexualité, et ça propose une manière d'aborder tout ça en fait extrêmement accessible. C'est ça qui est extrêmement puissant dans le drag, donc ça fait complètement
complètement sens et je suis très contente que tout ça soit rentré dans ma vie. Est-ce qu'il vous est déjà venu l'idée à votre tour de vous lancer et de performer ? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, j'ai une idée qui me trotte un peu en tête, mais qui, je pense, serait liée à un projet un peu spécial autour des médias, du journalisme. Créer un personnage pour le plaisir pourrait aussi m'intéresser, mais non, pour l'instant, c'est pas un projet. J'ai fait un atelier drag king pour l'écriture du premier livre. Il y a aujourd'hui un peu plus d'ateliers king que queen quand on veut s'intéresser à tout simplement découvrir, tester, sans objectif de professionnalisation. Après, il y a aussi des ateliers queen, notamment Morphine Blaze, avec qui j'ai discuté pour ce deuxième livre, en organise beaucoup et elle y tient beaucoup et c'est très important dans sa pratique. Mais non, voilà. Pour l'instant, je trouve que c'est très bien de rester en tant qu'observatrice, chroniqueuse de ce qui se passe, critique, et de laisser ce plaisir de la scène à d'autres personnes. Votre livre sort en pleine offensive mondiale contre les droits LGBTQ+. Vous commencez votre ouvrage par la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024, notamment avec le tableau sur la passerelle de Billy nommé Festivités et composé de la DJ Barbara Butch et des drag queens Nikki Doll, Paloma et Piche. Pourquoi ce moment a-t-il agi comme un déclencheur d'écriture pour vous ? C'est pas nécessairement un moment déclencheur, dans le sens où on a commencé à discuter bien plus tard avec Divergence. Par contre, quand le moment de la cérémonie d'ouverture des JO s'est produit, j'ai rien écrit personnellement parce que j'étais prise dans d'autres sujets. En revanche, j'ai observé beaucoup de choses et oui, je pense qu'il fallait revenir dessus et que quand l'idée de produire un livre sur qu'est-ce qui a changé dans la culture drag, qu'est-ce que le drag a changé dans la France de Macron a commencé à germer, ça me semblait être vraiment un très très bon point de départ parce que ça synthétise en fait une des grandes problématiques que rencontre le drag en tant que champ artistique actuellement, c'est d'être pris entre deux grands feux, celui de la mainstreamisation, de la commercialisation par le monde du show business et par toutes les possibilités de carrière dérivées, et l'autre aspect qui est effectivement une offensive réactionnaire mondiale et des personnes, des artistes drag qui sont amalgamés et qui servent en quelque sorte aussi de grands repoussoirs pour attaquer les droits des personnes trans et des personnes LGBT en général, quoi. Votre livre commence par un détour à travers les âges pour restituer toute sa place à l'histoire du drag et vous y décrivez drag queen, créature, travesti, club king ou encore drag king comme, je vous cite, un grand cousinage de culture plutôt que de lignée directe. Est-ce que cette pluralité de termes et de pratiques que les personnes qui découvrent l'univers drag ont souvent tendance à confondre est selon vous une richesse pour la culture drag ou bien une source de rivalité, notamment intergénérationnelle ? Oui, c'est bien évidemment une source de richesse parce que c'est le signe, en fait, quand il y a du conflit, c'est aussi le signe que les cultures sont vivantes. Ça veut pas du conflit forcément ouvert où tout le monde se tape dessus, bien que ça fasse aussi partie des enjeux du moment. Par contre, c'est du conflit dans le sens c'est des visions artistiques différentes, c'est des propositions différentes. Et ça me semble être plutôt un signe de dynamisme que différentes traditions se rencontrent. Ça veut dire qu'il y a différentes générations d'artistes et de personnes queer qui pratiquent au même moment. Et en fait, la transmission intergénérationnelle, c'est un énorme enjeu au sein des communautés LGBTQIA, puisqu'en fait, c'est une culture qui circule de manière horizontale et non ascendante, puisque on n'a pas forcément de personnes LGBT dans sa famille, ou alors si on en a, c'est pas forcément su. Donc la transmission en fait de la culture queer, elle se fait par des pairs. Et en fait, dans l'époque moderne, il y a eu une énorme perte de transmission avec la génération SIDA qui est décédée. Et aujourd'hui, en fait, oui, on sait qu'on a toute une... Alors, le show business a tendance à mettre en avant les jeunes personnes qui sont bien dans les normes que la société accepte déjà, mais on sait qu'on a tout un panel de visages de la communauté qui pratique le drag et qui peut aussi se rencontrer avec des plus vieilles drag queens ou transformistes qui sont aussi là. Et ça, c'est hyper important parce que, en fait, on l'a rarement eu. On l'a rarement eu dans l'histoire pour des raisons
raison d'oppression tout simplement, et puis aussi à un endroit où justement, comme on vit une époque politique très compliquée, ça peut être une source de dialogue. Alors c'est aussi source d'incompréhension à plein de moments, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de ça permet aussi de mesurer les progrès ou pas qui ont été faits en matière de lutte contre l'homophobie, la transphobie tout simplement, lutte contre la sérophobie. Donc non, c'est vraiment une richesse, ce qui n'empêche pas effectivement que ce soit source de tensions, de dramas plus ou moins légitimes. Oui, voilà, effectivement, il faut se le dire, toutes les discussions et tous les débats ne sont pas forcément toujours aussi nobles qu'il n'y paraît. La question de la rivalité est aussi une problématique du milieu du drag. En matière de lutte commune, en tout cas pour les droits LGBTQIA+, vous évoquez l'histoire de William Dorsey Swann, esclave affranchi qui se proclamait Queen of Drag dès les années 1880 à Washington DC et qui a même tenté la première action légale de défense des droits aux États-Unis. Est-ce que remonter ce fil historique, c'est pour vous une façon de répondre aux conservateurs qui dépeignaient encore le drag et l'homosexualité comme des perversions modernes? Oui, bien sûr, toujours. Toujours, c'est de montrer que alors ça, ce parcours-là en particulier, c'est aussi resituer pour moi plutôt à quel point la pratique du drag est liée à aussi l'affirmation d'une présence en politique des personnes LGBT. Là, effectivement, William Dorsey Swann, on le connaît par des archives pour sa condamnation et son arrestation très violente chez lui quand il était en plein ball avec des amis. Et c'est important c'est vraiment quand on n'a pas accès à cette histoire et que on peut parfois avoir l'impression d'être seul au monde, comme c'est le cas de plein de personnes LGBT qui grandissent, ou qu'on cherche sa place dans le monde politique parce que en fait on rentre pas dans le moule. Resituer le fait qu'on a une histoire et que on a un héritage vieux de plusieurs centaines d'années, c'est vraiment important pour se placer, pas forcément se revendiquer nécessairement de tout, mais au moins savoir que des choses ont existé, parce que moi je trouve je suis très j'aime beaucoup les proverbes, il y en a qui jouent des tours, mais je trouve que un proverbe que j'utilise souvent qui est il y avait la vie avant, il y aura la vie après, quand on traverse par exemple une mauvaise rupture, peut aussi s'appliquer à la question de quand on rencontre des périodes hyper troubles de fascisation, de se rappeler qu'il y a eu des résistances avant et que donc on survivra et il y aura des résistances pendant et après les périodes sombres. Moi oui, ça me rassure. C'est plus, je pense que le travail historique que je fais au début, il est moins pour répondre à des réactionnaires qui de toute façon ne liront pas mon livre et ne lisent déjà pas les travaux qui sont faits avec beaucoup d'intégrité, beaucoup de passion par plein de gens, mais c'est plus précisément pour les personnes que ça intéresse, parce que ce rapport à l'histoire, il définit beaucoup de choses, en tout cas il éclaire beaucoup d'enjeux du présent, et il éclaire aussi le fait que beaucoup de questions qu'on peut se poser maintenant ne sont pas nouvelles en fait, et ça encore une fois je trouve ça très tranquillisant parfois, ou en tout cas ça permet de resituer les choses dans une temporalité, parfois les dédramatiser aussi potentiellement, et puis de resituer plein de nuances en fait. C'est vraiment ce droit à la nuance pour les personnes minorisées, c'est un enjeu colossal, parce que c'est le droit à une humanité pleine et entière, et donc avoir un rapport, avoir cette place-là, c'est aussi avoir potentiellement des archives et une histoire complexe, nuancée, et pas juste le récit de victoire, le récit de belles choses, mais aussi tout ce qu'il peut y avoir d'un peu trouble ou de critiquable. Voilà. Je rebondis sur ce droit et cet accès à la nuance, ce droit à la représentation aussi. Vous avez participé à ce qui serait a priori le premier documentaire télévisé consacré à l'histoire du drag au monde, Sous les paillettes, la rage, une histoire du drag réalisée par Pascal Petit. Une première que vous qualifiez de réjouissante, mais qui dit aussi, selon vous, à quel point les histoires minoritaires restent peu considérées. Et vous observez que c'est majoritairement via les réseaux sociaux aujourd'hui que les jeunes personnes LGBT accèdent à des fragments d'histoire queer. Est-ce que TikTok, Instagram sont devenus les nouveaux médias qui archive cette mémoire queer? Est-ce qu'on y gagne ou est-ce qu'on y perd par rapport à d'autres formes de transmission? Oui, c'est un lieu mais en fait tout avance en parallèle, c'est-à-dire que la constitution d'archives, le défrichage de ces histoires permet à des personnes qui sont créatrices de contenu de travailler, mais s'il n'y avait pas un travail historique, militant, tout simplement d'écriture de l'histoire en dehors de la sphère internet, on n'aurait pas de contenu. Ça, c'est un premier élément de réponse. Par contre, oui, ce que permettent
toutes les créations numériques, c'est d'aller chercher les publics là où ils sont et d'adapter les propositions à un temps d'attention, un format, et donc de permettre un premier accès. En revanche, et c'est ce pourquoi je plaide dans cette toute première partie, c'est que ça remplace pas des endroits. En fait, ça remplace pas. Internet nous montre ce que Internet veut bien les algorithmes nous montrent ce que ils veulent bien nous montrer. Et en fait, tout ce qui peut être le hasard, des rencontres humaines aussi, Internet ne peut pas nous le donner. Donc, et je crois que ça c'est particulièrement précieux, surtout comme là on parlait un peu de débat ou de conflit. Le travail de vulgarisation sur Internet ne remplace pas un travail de médiation dans des lieux dédiés avec des budgets de fonctionnement et de médiation et des espaces de rencontre avec des personnes plus âgées, des personnes qui travaillent sur ces problématiques en tant qu'historiens, historiennes, militants, documentaristes. Enfin, vraiment, l'histoire, elle peut être faite par tout le monde, elle peut être racontée par tout le monde aussi, mais tout le monde ne travaille pas de la même manière, au même moment, tout le monde ne vit pas les mêmes choses. Ce qu'on y gagne, c'est franchement quand même aussi la rupture du silence. En fait, il faut quand même resituer que on n'entend dans aucun programme scolaire parler de jamais rien, jamais aucune lutte, ni féministe, ni antiraciste, ni LGBT. Donc en fait, cette culture politique-là, moi j'y ai eu accès extrêmement tard. Je pense qu'on est beaucoup et que c'est vraiment un problème parce que ça ne nous met pas en position d'agir sur notre époque, tout simplement. Donc les réseaux participent au même titre que plein d'autres formats en fait, à rompre le silence autour de sujets qui ne sont pas bien traités institutionnellement et qui, même s'ils étaient traités par des institutions publiques, devraient toujours avoir un contrepoint collectif, communautaire, puisque l'histoire du rapport de communauté discriminée à l'institution publique, elle est violente, elle est parsemée de toujours aujourd'hui de discrimination et que en fait on a beau les choses avancent lentement, il y a beau y avoir un travail de médiation qui est fait, des personnes qui s'intéressent réellement, sincèrement et s'investissent dans des enjeux qui peut-être ne les concernent pas à première vue. Il faut toujours que les personnes qui sont héritières d'une histoire drag, queer, lesbienne, trans, puisque LGBT c'est un grand parapluie, mais il y a énormément, 1 million de nuances sous le parapluie. Il faut toujours que les personnes héritières puissent raconter, puissent chercher par elles-mêmes en fait. Je vous propose qu'on fasse un court intermède musical avec un titre de votre choix. Il s'agit d'Un homme et une femme de Loa Mercury. J'ai son image, j'ai son visage, mon cœur est un peu perdu. Je suis né lui, mais je me sens elle et j'aime ce malentendu. Dois-je me cacher? Ou bien dois-je vivre comme je suis un homme et une femme? Mon corps est un scandale envoyé par le ciel. Comme je t'attire et te repousse, je crée des secousses en étant beau et belle. Que ta matière grise formate tes sentiments. Tu réalises que tu désires les codes et non les vivants. Mais es-tu capable de désirer les âmes? Car je suis un homme et une femme. Mon corps est un scandale envoyé par le ciel. Comme je t'attire et te repousse, je crée des secousses en étant beau et belle. Un peu d'amour
déranger. Un peu d'amour dégenré. Un peu d'amour sans déranger. Un peu d'amour à créer. Comme je suis un homme et une femme, mon corps est un scandale envoyé par le ciel. Comme je t'attire et te repousse, je crée des secousses en étant beau et belle. On vient d'écouter Un homme et une femme de Loa Mercury. Pourquoi ce choix, Apolline Bazin ? Parce que j'adore Loa. Déjà, premièrement, c'est quelqu'un de très drôle, une super artiste. Loa est une créature de Madame Arthur, donc une performeuse qui s'inscrit dans l'histoire du cabaret. Un homme et une femme, c'est une réécriture de la chanson de Calogero. Calogero, moi, c'est mon premier concert et c'est une pop française que j'aime bien. Mais je trouve que justement, cette chanson, elle illustre bien ce que fait à merveille le cabaret aujourd'hui. C'est la réécriture de chansons pour faire ressortir soit une nuance particulière, soit la critiquer. On peut critiquer le contexte culturel, les biais d'un auteur ou d'une autrice ou d'un artiste en reprenant ses textes, ou au contraire faire ressortir, totalement juste, tout simplement jouer avec une mélodie connue pour diffuser une autre histoire. Et c'est ce que fait Loa en racontant sa non-binarité avec cette chanson qui est vraiment magnifique. J'aimerais à présent vous demander de lire un extrait qui ouvre votre sous-chapitre « Les nuits parisiennes s'enflamment en drague, l'essor d'une scène » et d'y réagir. Il s'agit d'un texte de l'auteur et DJ Kram intitulé « Quand tu clubais » qui date de 2020 et que Romain Mallet a transformé en un podcast éponyme. Ce monde était ton monde depuis le soir où ta drag mother avait accompagné tes premiers pas de baby queen en public. Comme une mère aristocrate, introduit sa fille à la haute société en l'amenant au bal. Intégrée, validée, tu te voyais comme un membre d'une communauté légèrement à part de celle des autres clubbers. Une sorte de guilde dont la présence en soirée visait à divertir le peuple autant qu'à lui montrer par exemple qu'on pouvait être bien davantage que ce que l'on était. Et offrir au monde, tout autant que porter sur lui, un regard aux sourcils très rehaussés, informé des manigances, des choses et complice de leur mystère. Est-ce que tu veux réagir à cet extrait ? Ouais, je pense que ce que j'aime bien dans cet extrait, c'est que ça raconte ce que peuvent traverser des personnes qui se mettent en drague. C'est l'aspect un peu, alors pour le meilleur et pour le pire, l'aspect un peu cour de Versailles du clubbing. Et quand même aussi dans cette dernière phrase, ce côté pas forcément rôle modèle parce que tout le monde va pas se mettre en drague, mais le drag peut avoir cette fonction de réchauffer le cœur, d'introduire un peu de merveilleux dans des quotidiens qui sont pas tous les jours extraordinaires et de montrer que l'audace ça peut emmener loin. Il y a quelque chose de très bien décrit dans la position que occupe la drag queen en soirée et dans une micro-société. Voilà. Dans votre livre, vous abordez un moment qui a quand même chamboulé le monde, c'est l'arrivée du Covid. Le Covid a joué, on le sait, un rôle paradoxal, et notamment dans l'histoire du drag en France. Il a fragilisé économiquement les rares queens qui vivaient de leur art, mais il a aussi fait naître une nouvelle génération qui a profité du confinement pour s'initier au maquillage, souvent seul, loin des scènes. Et en parallèle, il a créé un nouveau public qui a découvert Drag Race sur Netflix. Est-ce que cette génération Covid du drag, formée de manière plus solitaire et numérique, vous semble différente des générations précédentes dans
sa pratique ou dans son rapport à la scène, dans sa politisation? Oui, c'est quelque chose que des personnes qui sont elles-mêmes drague depuis plus longtemps racontent et voient très bien. Parce qu'en fait, c'est des différences de rapport à son art et de propositions artistiques. On ne produit pas la même chose quand on veut briller pour soi et se conformer à des modèles d'excellence très calqués et qu'on réfléchit déjà à la manière dont on va mettre en avant son art sur Instagram, que quand on produit quelque chose pour s'amuser avant tout, divertir le public. Il y a je pense que la photo est un bon élément pour illustrer ce que j'essaie de décrire. Il y a un peu cet adage que si t'es moche en photo en tant qu'artiste drague, c'est que t'es une bonne performeuse. Alors qu'aujourd'hui, justement, je pense que ce que beaucoup de personnes aiment, et c'est parce que les personnes qui participent à Drag Race, c'est une manière de valoriser aussi les looks, ce qui est aussi extrêmement important parce que c'est le travail collectif, de l'artisanat et tout. Mais voilà, il y a aujourd'hui une superpuissance de l'image et de la photo drague avec beaucoup de retouches, très peu d'imperfections, qui fabrique une culture de l'image peut-être plus qu'une culture de l'art et de la communauté. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose moi qui m'intéresse beaucoup. On est tous un peu fascinés par ces images très parfaites, mais néanmoins, qu'est-ce qu'elles nous laissent comme souvenir? Est-ce que produisent quelque chose de fort chez nous? Est-ce qu'elles nous font nous sentir bien aussi, finalement? Est-ce que toute cette perfection n'est pas un peu enfermante parfois? Je pense que c'est ça que ça raconte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Drag Race, et notamment Drag Race France? Drag Race France, c'est donc la déclinaison, la franchise française d'une émission américaine lancée en 2009, RuPaul's Drag Race, qui est donc la compétition dédiée aux drag queens lancée par RuPaul, qui est à cette époque-là une star sur le retour, qui est drag queen et qui a connu un premier beau moment de carrière au mi-temps des années 90. Fin 90 et qui a connu là une petite traversée du désert et qui revient avec cette proposition de télé-réalité qui à la base est une parodie de Project Runway notamment, donc qui fait ressortir pleinement le potentiel un peu critique et bouffon du drag, puisque on est dans l'exagération de tous les codes et tout, puis au final Drag Race a fini par se prendre aussi au sérieux, et ce qui est intéressant aussi, par permettre aux artistes drag de vraiment avoir une reconnaissance pour leur travail à part entière. Comme vous le disiez, du coup, la saison 1 de Drag Race France totalise 7 millions de téléspectateurs sur France Télévisions en 2022, ce qui a grandement contribué à populariser le drag, jusqu'alors encore assez confidentiel en France. Avec le recul aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce que propose votre livre, qu'est-ce que vous pensez de cet effet médiatique? Est-ce qu'il a permis l'essor d'une culture longtemps marginalisée, ou bien la domestication du drag réduit à un divertissement comme un autre? Alors, Drag Race va pas être responsable solo, en tout cas Drag Race France va pas être responsable solo de la domestication et de la commercialisation du drag. C'est Drag Race US bien avant ça qui crée un certain standard et crée une industrie qui crée des opportunités économiques pour des artistes qui jusque-là vivaient de tips et d'une industrie rester très dépendante du bon vouloir de patrons de bar, de tout un tas d'autres acteurs culturels. Et donc Drag Race a cette vertu-là d'avoir créé des jobs pour des personnes qui sinon étaient artistes par ailleurs, mais restaient précaires comme peuvent l'être des artistes avec plusieurs projets. Le pendant de ça, c'est aussi que effectivement cette industrie, elle a ses règles plus ou moins explicites, elle a ses standards de beauté, de performance, surtout Drag Race US. Drag Race France est adapté à notre contexte culturel, donc il y a toujours des choses qu'on peut discuter et critiquer, mais on n'est pas sur le même rapport non plus les attentes sont pas non plus les mêmes. On a moins, notamment je pense à cette obsession pour la performance de la richesse dans Drag Race US. You need to look rich. Il y a vraiment souvent un thème de défilé autour de l'opulence très à l'américaine, qui fait partie de l'histoire d'un pan
du drag, qui est la culture aussi des concours de beauté aux États-Unis. C'est extrêmement puissant et c'est extrêmement orienté paillettes, kitsch, forme et tout. Donc ça ne vient pas de nulle part, mais bon, c'est aussi très lié à des valeurs justement, à une performance de la richesse et du très, très capitaliste en fait, qu'on retrouve pas autant en France. On va valoriser des choses très théâtrales, on va valoriser une certaine bizarrerie dans la limite de ce qu'un téléspectateur français moyen pourrait regarder, mais le contexte culturel n'est pas le même. Donc qu'est-ce que ça a amené tout ça, ces 7 millions? Ça commence à créer une industrie. Après, il faut voir combien de temps la franchise s'installe, à quel point les artistes arrivent à rebondir après l'émission, parce que l'émission de télé-réalité, quel que soit son succès, se pose toujours la question de l'après. Et pour Drag Race, à la fois, oui, les artistes montrent des talents, donc peuvent se faire connaître pour un peu autre chose que leur drag, mais quand même, on les connaît surtout beaucoup pour leur drag. C'est vraiment un peu tout l'enjeu de la période et de toutes les queens qui, aujourd'hui, créent des projets en dehors, soit garder leur nom, soit passer un peu plus dans leur apparence civile. À certains moments, je pense à ce que fait Pi, je pense que fait Paloma, ce que font qui a gardé Hugo Bardin, ce que fait Sarah Forever, Mathieu Barbin. Il y a tout un enjeu où le succès est révolutionnaire à sa hauteur, mais il est aussi sur une période très très courte, quoi. Là, ça fait 4-5 ans. Faut voir un peu plus, faut voir dans quelques temps ce que ça donne, ce qui en aura été retenu. Et quand même aussi, ce que ça a changé. J'aurais pu commencer par ça. C'est vraiment, ça a amené une respiration pour beaucoup de téléspectatrices, pour des personnes qui connaissaient et qui sont lesbiennes, gays, bi ou trans, mais aussi pour des personnes qui sont ce qu'on appelle des alliés, des proches de personnes queer, mais pas que. Et ça, c'est vraiment intéressant, puisqu'en fait, les personnes qui ont découvert le drag et tout un tas de thématiques par le drag, ça fait un travail de sensibilisation en accéléré que des associations qui peinent à être subventionnées font à une moindre échelle en plus. Donc ça donne quand même dans une époque qui est vraiment moche, ça a fait une petite mise à niveau de culture générale à une partie de la France qui fait plaisir, quoi. Je vous propose qu'on conclue ce premier entretien sur ces mots optimistes. Merci beaucoup Apolline Bazin et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci Aline. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Aline Crétinoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.